Madame la Ministre, merci d'avoir répondu à l'invitation de la Commission qui a démarré l'ensemble de ces auditions dans la perspective du budget 2023. Et nous sommes donc particulièrement heureux de vous accueillir, ainsi que Louise Vassy, l'ambassadeur Louise Vassy, votre directeur de cabinet, et l'équipe qui vous accompagne. Alors bien évidemment, on va parler un peu budget, par les chiffres, par les pourcentages, mais je pense que l'échange que nous allons avoir doit aussi nous permettre d'évoquer votre vision et votre analyse sur l'état du monde, qui n'est pas très monde qui ne se porte pas vraiment très bien en ce moment, et donc je pense que la position de la France est très importante. Je pense que vous pourrez en profiter pour l'expliciter à travers le jeu des questions et des réponses qui vont intervenir. Mais pour l'instant, limitons-nous peut-être, si vous le voulez bien, dans un premier temps, à la dimension budgétaire qui mérite d'être saluée, puisque les autorisations d'engagement de votre ministère progressent de 16%, les crédits de paiement progressent de 9%. Je tiens à saluer cet effort. Alors bien évidemment, ce taux global marque des différences, mais qui s'atténue toutefois par rapport à l'année dernière, avec une augmentation importante de 13% des moyens de l'aide publique au développement, mais nous étions plutôt habitués dans les années précédentes à voir ces crédits augmenter. Mais surtout, ce qui nous intéresse, c'est de constater la hausse de 5% de l'action extérieure de l'État. Alors bien sûr, tout peut paraître insuffisant au regard du niveau atteint par l'inflation, puisque globalement 5%, c'est le taux d'inflation sur lequel nous courons actuellement. Enfin, je souhaite néanmoins saluer cet effort nouveau par rapport à des années où nous avons plutôt assisté à des compressions budgétaires. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Alors regardons un tout petit peu plus dans le détail comment les choses se passent. Les rapporteurs vont revenir dessus. Pour l'aide au développement, les crédits augmentent à nouveau significativement, je l'ai dit, 13% en crédit de paiement, 9% en ce qui concerne le cœur de l'APD, c'est-à-dire les dons projets. On note surtout une hausse de 146% des crédits de gestion et sortie de crise qui passent à 730 millions d'euros, ce qui en dit long du reste sur l'état du monde. Bien évidemment, vous nous direz comment vous envisagez l'affectation de ces crédits de gestion de crise. Est-ce que cette hausse ne reflète pas, malheureusement, une sorte de retour en arrière de l'aide au développement à l'aide humanitaire qui correspond à une forte dégradation de la situation dans de nombreux pays, notamment au Sahel? Par ailleurs, nous aimerions évidemment avoir quelques nouvelles de la commission d'évaluation de l'APD. Je profite pour passer ce message, parce que la loi date du 6 août ou 4 août, je ne sais jamais, c'est 4 août, hein, 4 août 2021, et ça fait plus d'un an que nous attendons la mise en œuvre de cette commission qui était un apport particulier du Sénat dans ce projet, et donc nous souhaiterions que vous nous fassiez part de vos intentions concernant la mise en œuvre de cette commission d'évaluation. En ce qui concerne les moyens du corps diplomatique, du réseau diplomatique, encore une fois, nous nous réjouissons de l'augmentation des effectifs, 106 ETP en 2023. Depuis des années, nous avons répété combien notre réseau s'affaiblissait, qu'il n'avait pas pu faire face aux défis liés au coronavirus, l'engagement sans faille des personnels à cette occasion, et je tiens du reste ici, au nom de la Commission, à renouveler notre reconnaissance pour l'ensemble des équipes diplomatiques à travers le monde et qui ont été vraiment extraordinairement mobilisées. Mais il était plus que temps de redonner des moyens humains au Quai d'Orsay dans ces temps de compétition internationale exacerbée. On voit bien que des pays, bien sûr des pays voisins tels l'Allemagne, la Grande-Bretagne, mais aussi la Turquie et d'autres pays, font beaucoup d'efforts en matière d'intensification de leur présence diplomatique. Et donc je pense que nous ne devons pas creuser l'écart qui nous sépare d'eux. Vous ne vous étonnerez pas que j'évoque bien sûr l'application de la réforme de l'encadrement de la haute fonction publique au Quai d'Orsay. Les assises de la diplomatie doivent être l'occasion de revenir sur les conséquences de cette réforme. Je rappelle que notre commission, dans un but constructif, Madame la Ministre, a fait un certain nombre de recommandations à l'issue d'un très gros travail qui a été effectué à la fois par nos deux rapporteurs, André Vallini et Jean-Pierre Grand, que je remercie. Je rappelle que nos rapporteurs soulignaient notamment un certain nombre de points délicats et ils ont formulé un certain nombre de propositions pour les aplanir.
Je pense que nous aurions peut-être, le gouvernement pourrait avoir beaucoup à gagner à prendre quelques-unes de ces propositions. Nous sommes en effet très attentifs, vous le savez, à la qualité de notre personnel diplomatique qui est reconnu dans le monde entier. Et une fois de plus, nous voulons redire solennellement combien il est nécessaire de préserver cet outil ô combien précieux. Autre sujet de préoccupation de notre commission, la sécurité de nos concitoyens et de nos implantations à l'étranger. Nous avons tous en tête les images de l'attaque récente de notre ambassade à Ouagadougou. Et donc, vous nous direz si vos moyens sont à la hauteur des enjeux dans un monde où l'affrontement n'est plus un risque, mais trop souvent une réalité, ce qui rend plus que jamais nécessaire la protection de nos diplomates professionnels. Voilà, à titre d'introduction, je rappelle, Madame la Ministre, que cette audition fait l'objet d'une captation audiovisuelle, qu'elle est diffusée en direct sur le site Internet du Sénat. Je vais vous donner la parole pour une 15 ou 20 minutes, si vous le voulez bien. Puis après, nous aurons l'intervention des différents rapporteurs et de nos collègues qui le souhaiteront. Madame la Ministre... Ah. Oui, on prend bonne note. Très bien. Madame la Ministre, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, je suis très heureuse, d'abord, je tiens à vous le dire, de vous retrouver aujourd'hui dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances pour 2023 et d'inaugurer, vous l'avez dit, Président, un nouveau cycle d'audition. Le 2 septembre dernier, lors de la conférence des ambassadrices et des ambassadeurs, le Président Cambon s'en souvient, il était là, j'avais réaffirmé qu'accroître notre ambition diplomatique, en cohérence avec le renforcement de l'ensemble des fonctions régaliennes de l'État que nous avions vu à l'œuvre ces quelques dernières années, impliquait aussi d'augmenter les moyens du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, augmentation amorcée ces 2 dernières années. Le projet de budget que nous soumettons aujourd'hui à l'examen de votre commission renforce cette tendance avec une hausse des moyens du ministère qui bénéficie tant à la mission Action extérieure de l'État qu'à notre politique d'aide publique au développement. Et le budget prévoit aussi une hausse inédite en 30 ans, j'y reviendrai comme sur chacun de ces points, hausse donc de nos moyens humains. Cette évolution prend tout son sens à la lumière de l'environnement international dans lequel nous vivons et que je voudrais rappeler dans un premier temps, même si je l'ai fait de façon plus complète ou qui s'efforçait d'être plus complète lors de la conférence des ambassadrices et des ambassadeurs. Vous le savez, nos intérêts sont partout contestés, qu'ils soient politiques ou économiques. Nous sommes confrontés à des menaces qui visent nos ressortissants et nos emprises, et des menaces qui se déploient également dans le champ du digital, dans le champ numérique. Les actions hostiles se multiplient également dans le champ informationnel, où nous sommes la cible, on l'a vu là aussi récemment, d'opérations de propagande et de désinformation. Alors nous devons y faire face avec d'autant plus de détermination que cela s'inscrit dans un monde en voie de fracturation, comme le Président de la République l'a dit lui-même devant vous-même et notre corps diplomatique, un monde plus brutal, un monde où il est essentiel que la diplomatie intervienne plus activement. La tendance ne date pas d'hier, évidemment, mais elle a pris une ampleur nouvelle et inédite depuis quelques décennies, lorsque la Russie a fait, il y a 7 mois, le choix de ramener la guerre sur le continent européen en agressant militairement l'Ukraine. La portée de cette guerre dépasse largement le continent européen, parce qu'en envahissant l'Ukraine, la Russie a porté atteinte aux principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies, principes qui, eux seuls, peuvent garantir la paix entre les nations. C'est pourquoi nous veillons à bien faire comprendre que ce sujet concerne tous les États de la communauté internationale et pas seulement nos États, l'Ukraine, bien évidemment au premier chef, les pays européens, puisque c'est une guerre sur le continent européen, mais cela concerne l'ensemble des États de la communauté internationale qui ne peuvent pas laisser bafouer les principes premiers qui permettent une vie entre les uns et les autres sans trop de difficultés. C'est pourquoi aussi des mécanismes comme ceux de la Cour pénale internationale sur le plan multilatéral ou sur le plan européen de la Facilité européenne de paix ont aujourd'hui plus d'importance que jamais. Du fait de cette agression, des situations de tension deviennent des situations de crise
énergétique ou alimentaire par exemple, situation qui exacerbe les divisions, au risque d'ailleurs d'une fragmentation durable de la scène internationale, dont on peut se demander bien sûr si elle n'est pas l'un des objectifs de la Russie, donc, fragmentation entre l'Est et l'Ouest, entre le Nord et le Sud. Cette fracturation apparaît par ailleurs, et c'est sans doute le grand paradoxe de notre époque, au moment où nous avons plus que jamais besoin de bâtir des coopérations afin d'apporter des solutions à ce qu'on appelle les enjeux globaux et des solutions durables. Ces enjeux se sont multipliés ces dernières années, tout en gagnant en complexité et en technicité aussi. Climat, environnement, biodiversité, océan, alimentation, santé. Ce sont autant d'exemples que je peux prendre et autant de domaines où la France a pris la tête des efforts mondiaux pour protéger le bien commun. Ça suppose des compétences, ça suppose des moyens, ça suppose des ressources humaines. Les moyens supplémentaires que je m'apprête à vous présenter ont vocation à répondre à ces enjeux. Ils nous permettront de déployer une diplomatie que j'ai appelée de mes voeux comme étant une diplomatie combative, diplomatie agile, disait le président de la République, innovante, une diplomatie de résultats aussi au service de nos compatriotes. Et donc à cette fin, il est essentiel de maintenir un outil diplomatique universel, capable de se déployer partout dans le monde et d'agir dans la totalité ou la quasi-totalité des organisations régionales et internationales. La France, je le rappelle, dispose du 3e réseau diplomatique mondial, fort de 163 ambassades, de 16 représentations permanentes et de 90 consulats généraux. Cette universalité de notre réseau nous permet d'être présents partout, et il le faut, et nous met en mesure de parler à tout le monde, et il le faut. C'est un atout majeur, vraiment je voudrais insister sur ce point, pour bâtir les coalitions d'action dont nous avons besoin pour agir à l'ONU, dans les organisations internationales. Nous ne sommes pas seuls, nous devons pouvoir peser sur un certain nombre de situations. Et puis, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, c'est aussi cet outil universel, un outil puissant au service de nos ressortissants dans le monde, que nous avons pu ainsi aider, par exemple, partout dans le monde, au moment de la pandémie de Covid-19, quand elle était à son plus haut niveau. Pour répondre à ce contexte international inédit, il fallait un projet de budget ambitieux pour le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Donc j'aimerais maintenant vous en présenter l'économie générale. Les rapporteurs, bien sûr, seront peut-être plus précis. Le budget de mon ministère, comme vous savez, se compose de 2 missions principales, 2 missions dont le ministre est responsable. La première, c'est la mission Action extérieure de l'État, qui comprend les programmes 105, Action de la France en Europe et dans le monde, 151, Français de l'étranger et affaires consulaires, et 185, diplomatie culturelle et d'influence. Et puis la seconde mission, c'est la mission Aide publique au développement, qui se compose de 2 programmes. Le programme 110, Aide économique et financière au développement, qui est porté par le ministère de l'économie et des finances, et le programme 209, Solidarité à l'égard des pays en développement, qui relève du Quai d'Orsay. 2 programmes budgétaires, donc 110 et 209, portés par 2 ministères, mais qui constituent une seule mission, la mission Aide publique au développement, dont mon ministère est le responsable. Alors, la trajectoire à la hausse de notre budget se confirme et s'amplifie. En 2023, ce budget devrait atteindre en effet 6,65 milliards en crédit de paiement pour l'ensemble des missions, en augmentation de 543 millions d'euros, soit par rapport à la loi de finances initiale de 2022, plus 9%. J'entre un peu dans quelques détails structurants. Cette hausse bénéficiera d'une part et à hauteur de 160 millions d'euros supplémentaires à la mission Action extérieure de l'État, la première, qui atteindra 3,218 milliards. Ça constitue une augmentation substantielle. Et d'autre part, cette hausse s'inscrit dans le cadre de l'augmentation des moyens de la deuxième mission, mission Aide publique au développement. Le programme 209, celui qui est rattaché au Quai d'Orsay,
en bénéficiera à hauteur de 383,1 millions d'euros. Et donc ce programme 209 au total atteindra 3,436 milliards. Si on le compare aux 3,218 milliards de la première mission, vous voyez donc que le programme aide publique au développement devient prépondérant dans le budget du ministère. Et j'ajoute, puisque nous parlons d'aide publique au développement, que les deux programmes cumulés de la mission APD, donc celui porté par ce ministère et celui qui est porté par Bercy, donc 209 et 110, au total atteindront à eux deux 5,77 milliards, ce qui représente une hausse par rapport à 2022 de 17%, et je le rappelle, un doublement des crédits de l'aide publique au développement par rapport à 2017. C'était un effort considérable fait par notre pays sous l'impulsion notamment de la représentation nationale que je remercie. Par ailleurs, et c'est particulièrement notable cette année, nos effectifs vont croître, et ils vont croître pour la première fois en 30 ans, puisque la dernière fois c'était en 1993, avec 100 ETP supplémentaires, 106 en réalité, Monsieur le Président, si l'on compte ceux qui sont transférés par la dièse. Vous le savez, nos effectifs avaient considérablement baissé au fil des années, même au fil des décennies, avec une baisse de 30% sur les 2 dernières décennies, sans modification substantielle du périmètre, je le précise, parce qu'il faut que les comparaisons permettent de comparer des choses comparables, mis à part la question des ETI, experts techniques, mais enfin, ils ne sont pas si nombreux que ça affecte le périmètre. Donc, moins 30% sur les 2 dernières décennies et moins 17% depuis 2006. Le budget 2023 marque donc une rupture avec cette tendance, une tendance qui n'était plus soutenable. Jean-Yves Le Drian avait parlé, je crois, d'hémorragie. Et ceci alors que, vous l'avez dit, Monsieur le Président, et nous le savons tous, les moyens de nos principaux partenaires ont cru ces dernières années parce qu'ils étaient eux-mêmes face à une augmentation des besoins, que ce soit des crises ou des enjeux globaux. Le plafond d'emploi du ministère est ainsi porté dans le PLF 2023 à 13 634 équivalents temps plein travaillés. Il s'agit d'une augmentation substantielle pour un ministère comme le nôtre. J'entends d'autres ministres porter des chiffres supérieurs, mais le périmètre n'est pas le même. Augmentation qui visera à mieux répondre à des besoins accrus essentiellement par la multiplication des crises. Afin de financer à la fois la hausse de notre plafond d'emploi et la poursuite des réformes en cours au sein du ministère, notre masse salariale connaîtra une hausse raisonnable de 6% par rapport à la LFI 2022. Ces moyens nouveaux nous permettront d'accélérer notre réforme des ressources humaines au bénéfice de toutes les catégories d'agents, nous l'avons souhaité, mais c'est bien normal, titulaires, contractuels et agents de droit local. S'agissant des rémunérations, nous avons veillé à ce que les mesures bénéficient également à toutes les catégories d'agents. Après le plan RH de 2022, qui a permis notamment une augmentation des rémunérations des titulaires comme des contractuels en administration centrale, nous poursuivrons en 2023 la mise en œuvre du plan de convergence des rémunérations entre titulaires et contractuels en y consacrant 6,4 millions d'euros. 1,6 million sera également consacré à la revalorisation des volontaires internationaux, qui sont des jeunes collègues qui font un travail très utile, remarquable même souvent, dans nos ambassades. Et 3 millions d'euros seront dévolus à l'harmonisation des conditions salariales des recrutés locaux. On sait qu'il y a des disparités salariales, par exemple, entre les agents de droit local qui sont recrutés dans une ambassade, ceux qui sont recrutés par un institut français dont le statut juridique est différent. Enfin, mon ministère va poursuivre la mise en œuvre de la réforme de la haute fonction publique, qui ne touche pas que mon ministère, mais qui le touche également, vous l'avez évoqué, en faisant évoluer son organisation et son fonctionnement pour jouer pleinement, si nous le pouvons, le rôle de chef de file interministériel de l'action extérieure de l'État que tant le président de la République que la Première ministre ont rappelé à l'occasion de la conférence des ambassadrices
et des ambassadeurs, et qui est une condition de l'efficacité de l'État dans son action internationale. J'ai annoncé lundi, c'était lundi en effet, le lancement des États généraux de la diplomatie, dont le président de la République avait bien voulu accepter l'idée, et il l'avait signalé dans son discours, la Première ministre aussi. Et donc les choses, mesdames et messieurs les sénateurs, sont désormais parties à compter de la semaine prochaine. Elles sont publiques. Vous savez sans doute que c'est une mission que j'ai confiée à l'ambassadeur Bonnafont, Jérôme Bonnafont, qui est en poste aux Nations Unies Genève, enfin notre représentant permanent, que d'être le rapporteur général de cette mission. Il avait, certains s'en souviennent, beaucoup travaillé sur les questions de ressources humaines et d'adaptation aux nouveaux enjeux au sein du ministère, avec un travail que lui avait confié mon prédécesseur et qui avait été, je crois, apprécié de tous ceux qui le qualifiaient tout particulièrement pour mener cette nouvelle mission. L'enjeu pour nous, c'est vraiment de tracer les contours de la diplomatie professionnelle de demain. Nous tenons à ce qu'il soit bien clair dans l'esprit de tous qu'il y a une professionnalisation nécessaire, il y a des réflexes professionnels, il y a une expérience professionnelle qui s'acquiert au fil des années, en partant des besoins du nouveau contexte dans lequel nous agissons, et en essayant d'y être le plus efficace possible pour répondre aux enjeux d'aujourd'hui et de demain, en faisant, s'il le faut, évoluer aussi nos méthodes de travail, puisque nos ressources, quoique en augmentation, restent limitées. Après cette présentation générale des évolutions du budget, j'aimerais insister sur quelques grands axes en me concentrant sur quelques priorités, donc de façon qui n'est pas du tout exhaustive, bien sûr. Une des grandes caractéristiques de ce projet de budget, une des grandes priorités, donc, c'est l'aide humanitaire. Notre capacité à répondre aux crises humanitaires que la guerre en Ukraine a rendues encore plus évidentes et plus graves est aujourd'hui un enjeu majeur. Ce projet de budget en prend la mesure pleinement, je crois. Notre aide humanitaire programmée atteint ainsi 642 millions d'euros sur ces 3 canaux principaux, 200 millions mis en œuvre par le Fonds d'urgence et de stabilisation, qui est en augmentation de 30 millions, hein, c'est un saut important, 160 millions dédiés à l'aide alimentaire programmée, en augmentation de près de 42 millions, 41,7, donc une augmentation également importante, et puis 200 millions pour les contributions volontaires, humanitaires aux Nations Unies, en augmentation de 19,5 millions. S'y ajoute l'initiative FARM, Food and Agriculture Resilience Mission, qui sera financée par la France à hauteur de 75 millions d'euros afin de répondre à l'aggravation de la sécurité alimentaire, je dis bien l'insécurité alimentaire mondiale provoquée par les conséquences de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, un certain nombre de blocus qui devraient prendre fin si nous vivions dans le monde que nous espérons. Afin d'être le plus réactif possible, cette programmation, donc vraiment à la hausse, s'est doublée de la constitution d'une provision pour crise majeure. Nous nous étions rendus compte que les prévisions étaient hélas parfois vite dépassées par la marche des temps et l'avancée des crises. Et donc nous avons réussi à presque décupler, ou plus que décupler en réalité, cette provision pour crise qui passera de 23 millions d'euros, si le PLF 2023 bien sûr reçoit votre approbation, à 270 millions. C'est une mesure de précaution, je pense qu'elle était absolument nécessaire. C'est un saut quantitatif, mais aussi un saut qualitatif qui doit nous permettre de répondre plus efficacement, plus rapidement à des situations d'urgence dans le domaine humanitaire, évidemment priorité. Donc, potentiellement, si l'on additionne tout cela, ce sont 912 millions d'euros qui pourraient être consacrés à l'aide humanitaire en 2023 par mon ministère. Voilà la première grande priorité,
Une autre grande priorité, vous l'avez évoqué aussi, Monsieur le Président, c'est la sécurité. Dans un contexte que je décrivais très brièvement au début de ma prise de parole, de persistance de difficultés, souvent même d'aggravation des difficultés, en Afrique, on l'a vu au Burkina Faso, mais pas seulement, ou même en Europe, les moyens nouveaux du programme 105 concerneront, puisque nous avons pu obtenir des moyens nouveaux pour le 105, concerneront notamment la sécurisation de nos emprises, avec une enveloppe de 5 millions d'euros en plus en autorisation d'engagement et de 3 en crédit de paiement, de façon notamment à renforcer la sécurité de quelques postes diplomatiques qu'il fallait d'évidence renforcer. Islamabad, on se souvient que du temps du gouvernement pakistanais précédent, il y avait eu des manifestations assez importantes devant notre ambassade, de Bagdad, qui reste un pays où la stabilité n'est pas assurée, ou d'Addis Abeba, qui reste aussi en crise. Et puis plus généralement, qui permettra de sécuriser nos ambassades là où nos agences sont exposées à des situations de crise ou d'instabilité. Vous évoquiez, Monsieur le Président, Ouagadougou. L'une des premières décisions que j'ai prises est de demander et de faire envoyer un renfort de quelques unités de gendarmes pour renforcer la sécurité habituelle de l'ambassade. Autre priorité est servie mieux que l'année précédente par l'augmentation des crédits du 105, le numérique. Nous avons depuis quelques années une politique d'investissement soutenue qui était bien nécessaire, mais nous devons encore améliorer l'efficacité de nos outils, pallier quelques inégalités de déploiement qui demeurent selon les pays, et puis d'une façon générale renforcer la cybersécurité de notre réseau, réseau dont je rappelle qu'il est le deuxième plus attaqué de France après celui de la présidence de la République. Donc nous poursuivrons cette stratégie d'investissement numérique en 2023 et les moyens de la direction compétente, la direction du numérique, DNUM, s'établiront à 52,2 millions d'euros en augmentation de 4,4 millions rapporté à la base 2022. C'est une belle augmentation aussi. Autre priorité permise par l'augmentation des moyens pour 2023, tel que le projet de budget vous le présente, c'est la communication stratégique. Là aussi, enjeu de plus en plus pressant. Nous sommes confrontés à des manœuvres, à des manipulations de l'information, à des désinformations, à de la propagande hostile, souvent d'origine russe. Même si nous sommes en captation vidéo, je peux le dire, et qui vise, pas que, mais qui vise à, souvent, en tout cas de la part de la Russie, agir pour attiser des discours anti-français sur les réseaux sociaux, notamment en Afrique, dans quelques pays européens également. Et nous l'avons vu évidemment lors du coup d'État au Burkina Faso. Alors, afin de mieux lutter contre ces pratiques, mais le Quai d'Orsay n'est pas dans l'État le seul ministère qui s'y emploie, nous augmenterons de 2,5 millions les moyens de la direction de la communication et de la presse avec 2,5 millions, avec une sous-direction nouvelle qui sera chargée, pour ce qui concerne le Quai d'Orsay, d'autres entités s'en occupent également dans l'État, de contrer, de faire plus de veille et de contrer ces opérations de désinformation. Et puis, dernière priorité sur laquelle nous avons réparti les quelques millions d'euros dont nous disposions, l'éducation en français et à la française. Nous avons 566 établissements dans 138 pays, pratiquement l'ensemble des pays du monde. C'est une force, un outil remarquable. Il faut poursuivre, il faut s'en servir. Nous scolarisons presque 400 000 élèves, 390 000, et nous avons le plan de développement à horizon 2030 qu'il faut poursuivre. Donc nous renforçons les moyens de l'AEFE à hauteur de 30 millions d'euros. Quatrième et dernier point, ces priorités thématiques s'accompagneront d'une préoccupation constante qui est d'aider et de protéger les Français à l'étranger ou les Français de passage à l'étranger.
Comme chacun a pu le constater lors de la pandémie, le Quai d'Orsay est aussi le service public des Français à l'étranger. En 2023, notre action consulaire, donc le programme 151, sera doté de 141,1 millions d'euros hors dépenses de personnel, avec une baisse apparente de 900 millions d'euros en crédit de paiement par rapport à 2022, et 2022 qui était une année électorale, avec un coût de l'organisation des élections présidentielles et législatives qui s'était élevé à 13,5 millions d'euros, donc ils ne sont pas nécessaires en 2023, somme qu'il est donc inutile de budgéter en budget 2023. Au total, cette évolution donc n'entamera en rien la qualité du service que nous offrons à nos compatriotes, puisque nous avons aussi pu compenser avec une hausse des crédits budgétaires octroyés aux Français de l'étranger et à l'action consulaire de plus 12,6 millions d'euros en 2023. Alors que nos compatriotes sont confrontés dans de nombreux pays à des contextes économiques dégradés, ont souvent besoin de plus d'aide sociale notamment, ils pourront continuer de compter sur celle-ci. Je redis que nous offrons en service consulaire un service qu'aucun autre pays au monde n'offre à ses concitoyens, et c'est une fierté que la France doit avoir. Les bourses scolaires destinées aux enfants français de nos établissements scolaires retrouveront leur niveau de 2021, avec un budget de 105,8 millions d'euros, qui comprend par ailleurs des bourses spécifiques maintenant pour les enfants en situation de handicap. Afin de répondre aux besoins accrus de la communauté française à l'étranger, lorsqu'il y a eu des contextes économiques plus difficiles, des crédits supplémentaires seront alloués au titre de l'aide sociale, je l'évoquais, 16,2 millions en 2023, soit 1 million d'augmentation par rapport à 2022. L'allocation SOS Covid, 12 millions d'euros en 2021, 4,3 millions en 2022, sera remplacée pour ceux de nos compatriotes qui en auraient besoin par une aide sociale classique. Ils pourront aussi compter sur le soutien des organismes locaux d'entraide et de solidarité que nous aidons à hauteur de 1,4 million en 2023, mais aussi de celle des associations porteuses de projets bénéficiant aux Français de l'étranger grâce au dispositif du STAFF avec 2 millions 2023. Toutes ces aides qui sont et seront distribuées en lien avec les élus consulaires qui constituent un précieux relais des besoins des Français de l'étranger. Je l'ai constaté moi-même dans mes différents postes et donc sont bien utiles à l'efficacité de nos actions. Être aux côtés des Français de l'étranger, c'est aussi faciliter leur vie en facilitant leur démarche. Et en ce sens, nous avons pris la décision de poursuivre la modernisation de notre action consulaire à travers 3 projets phares: la numérisation du registre de l'état civil, l'amélioration continue du dispositif de vote par Internet. Pour mémoire, 75% environ des votes des Français à l'étranger s'étaient faits cette année par Internet. Donc il faut se servir de ce dispositif qui permet une meilleure participation de nos compatriotes. Et enfin, troisièmement, par l'extension de l'expérimentation du service France Consulaire, qui s'est révélé particulièrement utile dans les 13 pays où nous avons pu le déployer depuis sa création en octobre dernier, donc il y a juste un an: Croatie, Danemark, Hongrie, Irlande, Lettonie, Lituanie, Malte, Moldavie, Norvège, République tchèque, Roumanie, Slovénie et Suède. Et donc nous continuerons d'étendre ce service en Europe en 2023 avec la Bulgarie et Chypre ou encore la Grèce. Voilà. Puis dans le reste du monde, au fur et à mesure des moyens disponibles. Aider les Français de l'étranger, enfin, c'est développer de nouveaux services comme l'expérimentation du renouvellement des passeports, pas première démarche, qui sera possible sans comparution par une expérimentation qui débutera l'an prochain au Canada et au Portugal, ou encore, autre exemple d'amélioration,
le déploiement à grande échelle de la nouvelle application de rendez-vous consulaire qui était, je crois, bien attendue par nos consulats tout autant que par nos compatriotes. Voilà, Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, quelques-unes des avancées permises par ce projet de loi de finances 2023 que je souhaitais porter à votre attention. Hausse de nos effectifs, la première, même si elle est modeste, la première depuis 3 décennies. Augmentation sensible de nos moyens budgétaires avec des priorités clairement définies et clairement assumées. Poursuite du renforcement de notre aide publique au développement et donc aussi avec l'accent que j'ai souhaité sur notre capacité d'action humanitaire et puis un service public pour nos compatriotes établis à l'étranger ou de passage avec en particulier cet accent mis sur les plus fragiles grâce à l'augmentation de l'aide sociale. Donc un budget, je crois, qui reflète les fortes attentes à l'égard de notre diplomatie, mais reflète aussi la confiance qu'avec ce projet de budget, le président de la République et la Première ministre et mon collègue du budget ont bien voulu témoigner à notre appareil diplomatique. C'est aussi, je crois, un hommage qu'ils rendent à tous nos diplomates, à leur sens de l'État et de l'intérêt général et à l'engagement dont ils font preuve en Ukraine et ailleurs, jour après jour. Quand je dis ailleurs, c'est en France aussi, ne l'oublions pas. Je suis à votre disposition pour répondre à des questions sur ce projet de loi de finances 2023 ou quelques autres que vous voudriez me poser. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Ministre. Merci d'avoir bien voulu confirmer ces bonnes nouvelles que nous attendions depuis longtemps, notamment le renforcement des moyens sur l'action extérieure de l'État. Et donc, sans plus attendre, je vais donner la parole tout d'abord au rapporteur auquel vous répondrez, puis après, j'aurai une liste de questions minutes, une liste importante de nos collègues. Donc, au titre du programme 105, Action de la France en Europe et dans le monde, vous savez que la tradition ici, c'est d'avoir toujours 2 rapporteurs, l'un représentant la majorité et l'autre l'opposition, encore que c'est un travail commun auquel je rends hommage. En l'occurrence, ça ne commencera pas par 2 intervenants, puisque notre collègue André Gattolin donne une conférence à Rome. C'est le jour de l'audience. Et donc, je donne tout de suite la parole à Jean-Pierre Grand, qui parlera au nom des 2 rapporteurs. Voilà, merci. Et puis, Madame la Ministre, je vous demande de m'excuser parce que je serai obligé de partir pour des raisons d'avion. Donc, voilà. Donc, tout d'abord, il est tout à fait naturel de rendre un hommage appuyé au personnel du ministère qui incarne un service public, cela a été dit, il faut le redire, aux Français, révélé au grand public par la crise sanitaire naturellement, mais aussi, et c'est dans tous les esprits, l'évacuation de Kaboul, de ressortissants à Kaboul, parce que c'est ancré dans la mémoire de nos compatriotes. L'arrêt des déflations l'année dernière était indispensable après la perte de 3000 postes depuis 2007. On ne peut donc que se féliciter, le président Cambon l'a exprimé clairement, de la création cette année de 100 postes pour répondre aux besoins prioritaires de notre diplomatie. Cela permettra de renforcer le renforcement de notre présence dans l'Indo-Pacifique et de notre capacité d'analyse politique dans certains pays. Cela permettra également d'améliorer notre cybersécurité et la sécurisation de nos emprises. J'aurai l'occasion d'y revenir. Les ressources humaines sont la richesse de votre ministère et je me réjouis que les nouveaux recrutements puissent venir soulager les postes où la charge de travail qui était devenue bien trop pesante, particulièrement pour les secrétaires généraux d'ambassade. Le projet de loi de finances prévoit-il bien des mesures nécessaires pour faire face à l'inflation et accompagner l'évolution nécessaire des contrats de droit locaux? C'est notre première question. Sur la politique immobilière, dès 2015, notre commission recommandait 2 axes essentiels pour votre ministère. Premièrement, l'établissement d'un schéma pluriannuel de stratégie immobilière pour l'ensemble du patrimoine immobilier du ministère. Il a été présenté en novembre 2021 et s'appuie sur les recommandations de notre commission. Deuxièmement, l'inscription des crédits nécessaires à l'entretien de ce patrimoine en loi de finances initiale. Pour l'année 2023, je crois pouvoir délivrer au nom de notre commission un satisfecit sur ce sujet. Le programme 105 est désormais doté de crédits à la hauteur des besoins, plus qu'à 80 millions et 90 et 80 millions, ce qui est très précisément le montant que nous recommandions. J'en viens à la sécurisation de nos emprises à l'étranger, vous l'avez abordé, Madame la Ministre.
Tout d'abord, je veux assurer les personnels qui ont subi les attaques de notre ambassade au Burkina de notre soutien sans faille. L'enjeu de sécurité ne peut pas être ignoré, et vous ne l'ignorez pas naturellement. Les travaux doivent être réalisés au plus vite et financés. Alors, il était prévu que la sécurisation de nos emprises à l'étranger soit financée par 29 ventes permettant de rembourser l'avance du compte d'affectation spéciale de 100 millions d'euros. Bon, notre commission, c'était pas une perspective qui réjouissait notre commission, bien loin de là. Donc, je vous redis que pour nous, c'est pas raisonnable. Pouvez-vous nous assurer que nous ne nous retrouverons pas avec des personnels qui ne se logent plus ou qui louent, et ainsi, avec un calcul rapide, ce qui a été vendu, le bénéfice de ce qui est vendu serait perdu en 10 années. Enfin, comme l'a dit le Président, mon collègue ne pouvant être là, André Gattolin me charge de vous faire part de sa satisfaction cette année encore pour l'effort réalisé en matière de contributions volontaires. En 2023, la France prévoit de verser 58,3 millions de contributions volontaires sur le 105. Pouvez-vous nous en donner le détail? Le décrochage de la parité euro-dollar et l'envolée de l'inflation ont-ils bien été pris en compte dans la fixation de ce montant? Ce qui est un souci, bien sûr, partagé par le Président, il l'a dit tout à l'heure, mais aussi par l'ensemble de la Commission. Êtes-vous en mesure de nous présenter les retombées de cette politique volontariste menée depuis quelques années? La France est-elle parvenue à peser sur les orientations et les décisions de certains des fonds qu'elle abonde ainsi de façon volontaire? Voilà mes questions. Merci. Au titre du 185, diplomatie culturelle et d'influence, Ronan Le Gleut tout d'abord, puis André Vallini. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, le projet de loi de finances prévoit une augmentation de la subvention versée à l'AEFE à hauteur de 30 millions d'euros en 2023, afin notamment de financer la moitié des surcoûts liés à la réforme des statuts des personnels détachés. Alors, l'autre moitié de ce surcoût, estimé à 7 millions d'euros, sera-t-elle financée sur la trésorerie de l'agence, déjà mise à contribution à hauteur de 20 millions d'euros l'an dernier pour le financement des aides à la scolarité et de l'aide en faveur du Liban? Pourriez-vous également nous indiquer où en sont les discussions concernant la hausse de la cotisation retraite qui devait passer de 11,10% à 27,77% des fonctionnaires détachés à l'étranger, prévu par un décret du 26 avril 2002 et abrogé par décret dès le 2 juin. Par ailleurs, lors de son discours du 20 mars 2018 à l'Institut de France sur l'ambition pour la langue française et le plurilinguisme, le président de la République a fixé l'objectif de doubler les effectifs de l'enseignement français à l'étranger, c'est-à-dire d'accueillir 700 000 élèves à l'horizon 2030. Or, au rythme actuel de croissance des effectifs, le doublement n'interviendrait qu'après 2050. Madame la Ministre, ma question est donc simple. Pensez-vous sincèrement être en mesure d'atteindre cet objectif dans les délais fixés par le Président de la République? Enfin, ma dernière question dépasse le champ du programme 185 stricto sensu et porte sur l'accès des lycéens français de l'étranger aux formations du supérieur en France. Selon un article du Monde, ceux-ci sont en effet souvent évincés par Parcoursup. Les statistiques mentionnées dans cet article sont révélatrices. Le 27 mai 2021, seuls 20% des 25 000 lycéens français à l'étranger avaient reçu une proposition d'admission contre 54% des autres lycéens. Le 16 juillet 2021, au moment de la fin de la phase principale d'admission, 48% des lycéens français à l'étranger avaient reçu une réponse positive contre 89% des lycéens français scolarisés sur le territoire national ou dans le réseau de l'AEFE. Pourriez-vous donc nous indiquer si des actions ont été prises par votre ministère en lien avec les ministères de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur pour remédier à cette situation? Je vous remercie, Madame la Ministre. André Vallini. Oui, Monsieur le Président, je souhaite, avant de parler du budget, et en quelques mots très rapides, évoquer le processus diplomatique en cours visant à encadrer l'usage d'armes explosives à large rayon d'impact en zone peuplée. Je suis de près ce processus avec certains d'entre vous, mes chers collègues. Le président Cambon m'a demandé d'organiser une réunion au nom de la Commission sur ce sujet en lien avec Handicap International. Et la signature définitive du protocole aura lieu le 18 novembre prochain à Dublin. Alors la France, pendant longtemps, n'a pas été très allante sur ce sujet. Je l'avais évoqué à plusieurs reprises avec votre prédécesseur, Madame la Ministre. Et depuis quelques semaines, l'évolution de la position française a été très notable et je tenais à vous en donner acte.
Alors sur le budget maintenant, en décembre dernier, votre prédécesseur, toujours lui, Jean-Yves Le Drian, avait présenté une feuille de route de l'influence, dont les résultats devaient figurer dans un tableau de bord. La question est la suivante, est-ce qu'il a été mis en place, ce tableau de bord, et si oui, quels enseignements peut-on d'ores et déjà en tirer? Deuxième question, de même que le doublement des effectifs d'élèves des établissements français à l'étranger d'ici 2030 nous semble difficilement atteignable, Ronan Le Gleut vient d'en parler, nous nous interrogeons sur l'objectif d'accueillir 500 000 étudiants étrangers à l'horizon 2027. Aujourd'hui, la France accueille 365 000 étudiants étrangers. Passer à 500 000 en 4 ans nous paraît difficilement réalisable. On voudrait avoir votre sentiment sur cet objectif. Troisième question, le plan Bienvenue en France, lancé en 2019, était destiné à attirer davantage d'étudiants étrangers en France. Un fonds d'amorçage de 10 millions d'euros avait été mis en place lors de son lancement afin de soutenir les initiatives des établissements. Or, il n'est pas prévu que ce plan soit pérennisé. La question est la suivante, est-ce que certains établissements ont été contraints d'abandonner des actions qu'ils avaient mises en œuvre ou dissuadés d'intégrer ce dispositif faute de financement? Enfin, dernière question sur la compétence tourisme. En 2012, le tourisme avait été rattaché au Quai d'Orsay. À titre personnel, j'ai toujours trouvé ça assez saugrenu. Bon, donc le tourisme revient au ministère de l'économie depuis la nomination du nouveau gouvernement, ce qui fait que les crédits consacrés à Atout France, 29 millions d'euros, partent du programme 185 vers le programme 134. On en prend acte. Est-ce que vous pouvez nous indiquer quelles raisons ont motivé ce retour que je trouve tout à fait favorable au ministère de l'économie, de la compétence tourisme? Merci André. On va passer au 151, Français à l'étranger, affaires consulaires, Bruno Sido, puis Guillaume Gontard. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. Comme vous l'avez dit d'ailleurs tout à l'heure, depuis octobre 2021, certains de nos compatriotes résidant à l'étranger ont accès au service France Consulaire. Ce service leur permet d'obtenir des informations d'ordre général ou d'initier une démarche administrative sur Internet ou au téléphone. Alors que ce service est désormais accessible dans 13 pays européens, vous l'avez dit, il ne faudrait pas que le déploiement de cette plateforme dématérialisée serve de prétexte pour abandonner les points d'accueil physiques dans nos ambassades et consulats. En effet, il est essentiel que la possibilité d'être accueilli physiquement soit maintenue, en particulier pour nos compatriotes résidant à l'étranger les plus fragiles. Nous saluons les services rendus par cette nouvelle solution dématérialisée dont nous sommes pleinement conscients. Toutefois, pouvez-vous nous confirmer ici que le déploiement de ce service externalisé n'aura pas pour conséquence une réduction des personnels dans nos services consulaires? Ces derniers doivent rester les interlocuteurs privilégiés de nos compatriotes à l'étranger dont ils connaissent la situation et les besoins. Merci Guillaume Gontard. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. Donc pour la suite du programme 151, le 31 août dernier, votre ministère a supprimé le dispositif du secours occasionnel de solidarité, ou appelé SOS Covid, qui avait permis de financer une aide sociale pour environ 10 000 Français de l'étranger depuis 2020. Alors qu'en France, les campagnes successives de vaccination se sont traduites par un recul de l'épidémie qui reste néanmoins à confirmer, la crise sanitaire continue à se faire ressentir dans de nombreuses régions du monde. Sur le continent africain, le taux de vaccination reste par exemple inférieur à 30% de la population. Dans ce contexte, et alors que nous observons une reprise historique de l'inflation dans le monde, le financement des aides sociales à destination des Français de l'étranger connaît une trajectoire décroissante. Alors que la suppression du dispositif SOS Covid représente une réduction annuelle de plus de 10 millions d'euros d'aides sociales, envisagez-vous la création de nouveaux dispositifs pour répondre à la fragilisation de nos compatriotes exposés aux crises économiques et sanitaires dans de nombreux pays du monde? Merci. Merci. Nous allons passer à la mission aide publique au développement avec Hugues Saury puis Rachid Temal. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Le Président Cambon vous a interrogé tout à l'heure sur les grandes lignes de l'aide publique au développement dans ce budget. Je vous remercie d'en avoir donné les chiffres essentiels. En tant que co-rapporteur avec mon collègue Rachid Temal en face de moi de ces budgets, je ne peux que me réjouir de l'évolution constante depuis 2017. Je me félicite également de la progression des montants en lien avec l'APD dans ce projet de loi de finances 2023. Le contexte international appelle la mobilisation de nos aides, mais à contrario, le contexte national incite plutôt à l'économie, donc l'effort n'en est que plus louable. J'ai pour ma part quelques questions sur des points plus spécifiques. Le Burkina Faso a connu
un deuxième coup d'État en moins d'1 an, suivant ainsi le même chemin que son voisin malien. Or, l'agence régionale Sahel de l'AFD se trouve précisément à Ouagadougou. Peut-elle continuer à y travailler? Par ailleurs, la France venait d'annoncer le 26 septembre, donc il y a très peu de temps, une aide budgétaire de 15 millions d'euros pour le Burkina Faso. Qu'en sera-t-il désormais? En application de la loi du 4 août 2021, le gouvernement a remis un rapport sur la comptabilisation de l'aide publique au développement. Dans celui-ci, on y apprend notamment que selon les critères de l'OCDE, les frais d'écolage, qui représentent une partie significative de notre APD, ne devraient être comptabilisés que si, je cite, la présence des étudiants résulte de la mise en œuvre d'une politique de coopération au développement par le pays hôte. C'est-à-dire que les autorités responsables des programmes d'APD doivent être impliquées dans la spécification des secteurs et des niveaux d'éducation concernés, dans le nombre et la sélection des catégories d'étudiants invités, dans l'adaptation des frais de scolarité aux besoins des étudiants, etc. Et donc ceci m'incite à vous poser une question. Une telle coordination entre votre ministère et celui de l'enseignement supérieur existe-t-elle aujourd'hui? Je vous remercie. Rachid Temal. Merci. Merci, Président. Merci, Madame la Ministre, d'abord pour la présentation de toutes ces données. J'ai 3 questions. La première concerne la taxe sur les transactions financières. Ça avait été l'objet de longues discussions avec votre prédécesseur dans le cadre de la loi du 4 août 2021, d'un accord. Et en échange de l'accord, entre guillemets, il y avait un rapport qui devait être remis. Je passe sur le fait qu'il a fallu près de 8 mois de retard pour le récupérer et que ce rapport, pour autant, n'émet pas vraiment de pistes sérieuses. Et en tout cas, est bien en deçà des discussions que nous avions eues à l'époque. Donc ma question est, entendez-vous ou non faire évoluer la part de la taxe sur les transactions financières qui vient abonder l'aide publique au développement? C'est ma première question. La seconde concerne la gouvernance même de la politique française de solidarité internationale, puisqu'il y a 2 instances de pilotage. D'une part, le Conseil de développement, d'autre part, le Comité interministériel de la coopération internationale et de développement, le CICID. Et quand on discute avec les uns les autres, et on le voit bien, c'est le CICID qui a, on va dire, une prédominance. Sauf que cette instance-là n'a pas été réunie depuis 2018 et que la loi prévoit que ce soit tous les ans. Donc ma question, c'est quand sera-t-il réuni? Est-ce que nous aurons un échange préalablement avec le Parlement? Ceci est ma seconde question. La troisième concerne la programmation financière qui, là aussi, a fait l'objet de beaucoup de discussions au moment de la loi. Le Parlement avait su trouver des propositions, je crois, utiles pour chacun. Il était prévu pour autant qu'en 2022, nous puissions revoir la trajectoire pour les années 2023 à 2025. Or, nous sommes à 2 mois de la fin de l'année. Donc, est-ce que là, nous aurons à nouveau une discussion concernant cette revoyure, cette clause de revoyure, j'ai envie de dire? Et puis aussi sur l'AFD, là aussi, est-ce que nous allons pouvoir examiner rapidement le contrat d'objectifs et de moyens, puisque tout cela, bien sûr, fonctionne ensemble. Et puis j'en terminerai par, est-il prévu une prochaine loi de programmation, même si c'est en 2025, je me permets de le dire, parce que comme la dernière est arrivée 3 ans après la fin du précédente loi, voilà, donc la question c'est est-ce qu'on va assez rapidement travailler sur une prochaine loi de programmation. Merci. Voilà un certain nombre de questions, d'interrogations de nos rapporteurs. J'y joins la question que je vous ai posée sur la réunion de la commission d'évaluation. Je vous donne la parole pour répondre, Madame. Merci, Monsieur le Président. Merci aux différents rapporteurs qui ont fait part de leurs interrogations sur quelques points précis du budget. Je m'apprêtais, Monsieur le Président, à répondre en effet à votre question préalable sur la commission d'évaluation de l'APD. Le décret relatif aux modalités de fonctionnement de cette commission d'évaluation a été publié. Il a été publié le 6 mai dernier, donc 6 mai 2022. Et mon ministère ainsi que la Direction générale du Trésor travaille en ce moment avec la Cour des comptes afin que ces travaux puissent débuter au plus tard au début de l'année prochaine selon le mécanisme que je voudrais très brièvement décrire. Un préfigurateur sera nommé très prochainement par la Cour des comptes pour assurer la mise en place effective de cette nouvelle instance. Une liste de personnalités a été élaborée conjointement avec la DGT et il reviendra aux membres du Parlement de nommer les membres du collège parlementaire de cette commission avec 2 députés et 2 sénateurs. Donc nous approchons du terme où les travaux préparatoires à la mise en place effective sont
en train de céder la place à la mise en place effective, en effet, souhaitée par tous et dont il ne faut pas tarder maintenant, puisque 2023 approche assez vite. Monsieur le rapporteur Grand, vous m'avez posé plusieurs questions. La première sur la prise en compte de l'inflation et dans quelle mesure l'inflation était prise en compte, notamment pour l'évolution des contrats de droit locaux. Le PLF 2023 inclut bien une provision d'inflation d'un montant de 24 millions d'euros pour l'ensemble des programmes qui supportent des dépenses de personnel et donc susceptibles d'être affectés à ce titre. Provision qui concerne nos agents titulaires ou contractuels à l'étranger et qui inclut un montant en faveur des agents de droit local, montant de 3 millions d'euros, qui donc pourront bénéficier, agents de droit local, également d'un rattrapage d'inflation. Et le montant des crédits provisionnés est basé, comme il se doit, sur les prévisions du Fonds monétaire international pays par pays. Votre autre question portait sur les enjeux de sécurité et leur mode de financement. Je voudrais rappeler qu'en 2017 et 2018, les ressources du compte d'affectation spéciale n'ont pas été sollicitées pour le plan de remise à niveau de nos ambassades. Ces 2 années, donc 2017-2018, ont été intégralement financées sur le programme 105. Ensuite, pour 2019 et 2020, un droit d'accès au crédit du CAS, donc le 723, a été ouvert pour un montant de 67 milliards d'euros, 64 pour la direction de la sécurité diplomatique de mon ministère et 3 millions pour l'AEFE. Un accord a été conclu en 2018 entre les ministres qui permettait que 50% du produit de sécession soit directement consacré au remboursement de l'avance. Donc ce plan de sécurisation s'est poursuivi. À ce jour, sur les 64 millions d'euros, 60 ont été engagés, donc hors périmètre AEFE. Et ceci pour plusieurs réalisations qui ont été achevées. Je vais citer le Burkina Faso, Djibouti, le Liban, la Côte d'Ivoire, l'Irak, la Mauritanie, le Niger, la Guinée équatoriale, Oman, Djibouti, la RDC, le Tchad, l'Afrique du Sud pour la résidence et Pékin. Par ailleurs, et c'est en effet plus pérenne sans doute, le ministère s'est engagé depuis 2021 dans une rebudgétisation des crédits d'investissement de sécurité sur le programme 105. Donc en faisant augmenter progressivement les crédits, nous sommes passés de 13 millions d'euros de 2020 à maintenant une proposition pour le PLF 23 de 21 millions d'euros dans le projet de budget qui vous est soumis, donc pour la sécurisation des ambassades. Une partie des 100 ETP supplémentaires, mais une toute petite partie, parce que nous n'allons pas répartir dans 163 ambassades 100 ETP, ni pour la sécurité, ni pour les secrétariats généraux d'ambassade, mais une petite partie des ETP supplémentaires obtenus pour 2023 ira à l'accroissement des effectifs consacrés à la sécurité de quelques postes. Votre troisième question portait sur les contributions volontaires du programme 105. Une programmation détaillée des contributions volontaires ne sera finalisée qu'en début d'année. Donc je ne peux pas vous répondre pour le moment. Nous définissons les secteurs clés, mais seront tout à fait classiquement le renforcement des outils de maintien de la paix, l'approfondissement de notre soutien aux organisations actives dans le champ de la sécurité internationale, je pense notamment, évidemment, maintenant à l'AIEA, le placement de personnel en jeunes experts associés et le renforcement de l'attractivité du territoire français pour les organisations internationales où nous avions pu, ces dernières années, marquer un certain nombre de points en termes de retombées économiques, bien sûr, derrière les gains d'influence qui nous intéressent tous. Le décrochage de la parité euro-dollar et l'envolée de l'inflation ont bien été pris en compte dans la fixation de ce montant. Nous payons, pour mémoire, l'intégralité de nos contributions volontaires en euros, contrairement aux contributions obligatoires
qui le plus souvent se font en dollars, à l'exception de la contribution volontaire pour les jeunes experts associés dont je venais de parler, qui, elle, est réglée en dollars américains. Le sénateur Legleux nous a parlé de l'objectif de doublement du nombre d'élèves à l'horizon 2030. Je l'évoquais brièvement. Nous avons eu, monsieur le sénateur, 2 années de pandémie qui ont réellement et profondément affecté le rythme de progression tel qu'il avait été imaginé avant que survienne la pandémie. Néanmoins, en 2022, nous avons pu reprendre une trajectoire à la hausse avec 10 000 élèves scolarisés en plus et 17 établissements créés, ce qui porte le nombre d'établissements créés depuis le lancement de ce plan à 71, donc 71 établissements créés depuis 2018. Nous espérons donc pouvoir rattraper le retard qui avait été pris et tenir l'objectif 2030. Vous m'avez interrogé sur Parcoursup. Les élèves du réseau de l'AEFE ont vocation à rejoindre l'enseignement supérieur français. C'est tout à fait vrai qu'il s'agisse d'ailleurs des élèves français scolarisés dans le réseau AEFE ou de ceux qui ne le sont pas. Cela fait partie de nos axes de promotion de l'enseignement supérieur de la France. Parcoursup est le point d'entrée pour l'ensemble des élèves, indépendamment des difficultés techniques qui peuvent survenir. Il est arrivé que certaines difficultés soient observées. C'est vraiment un plus grand enjeu au-delà de ces problèmes techniques. Et c'est vraiment l'enjeu de la valorisation de notre réseau de l'AEFE auprès des établissements d'enseignement supérieur qui souvent méconnaissent nos établissements et ne donnent pas la priorité à ces candidatures. Donc il y a des problèmes techniques dont on souhaite qu'ils soient le moins nombreux possible et dont on souhaite qu'ils soient résolus, mais aussi un travail de conviction à renforcer parce qu'on voit que ça nous a pénalisés. Et je partage avec vous, évidemment, le souhait que les choses s'améliorent là où il le faut et que les élèves qui ont commencé leur parcours dans le système d'enseignement français à la française puissent rester scolarisés en France. Vous vous êtes interrogé, monsieur le sénateur, également sur la trésorerie de l'AEFE. Elle a été augmentée. Elle a été augmentée par l'ouverture de crédit en PLF 3 2020 avec 50 millions d'euros pour les bourses scolaires, 50 millions d'euros de soutien au réseau. Et les 50 millions d'euros qui avaient été prévus au PLF numéro 3 2020 pour les bourses scolaires n'ont pas été totalement consommés. Il en reste 30 millions d'euros qui ont été utilisés partiellement par le PLF 2022, donc pour 20 millions d'euros sur 30. Il reste donc 10 millions d'euros qui permettront d'absorber les 7 millions d'euros de l'évolution du statut de résident, parce que 10 pour 7, ça va, nous sommes et restons très vigilants sur la situation de la trésorerie de la EFE. Il ne faut pas évidemment mettre la soutenabilité de cet opérateur en danger, mais pour le moment, les choses vont bien et le solde qui est resté nous permet de faire face aux besoins. Monsieur le sénateur Vallini, je répondrai brièvement aux questions que vous avez posées. D'abord, le tableau de bord a-t-il été mis en place pour la feuille de route influence? Une première ébauche de ce tableau de bord a été réalisée au début de l'année 2020. Donc il y a un début de mise en place, mais qui a permis de faire la synthèse d'un certain nombre de données et d'ores et déjà d'en tirer un certain nombre d'enseignements. Nous avons en 2022 des projets qui ont été définis et mis en œuvre dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route d'influence 2022, promotion de la langue française et développement de l'enseignement du français à l'étranger. Je viens brièvement d'en parler, mais j'en avais parlé dans mon propos liminaire. Promotion de l'influence culturelle et intellectuelle avec notamment un focus sur l'exportation des industries culturelles et créatives des ICC de notre pays, mais aussi, je crois que c'était bien relayé, par le développement de projets de résidence d'artistes, le premier d'entre eux en visibilité en tout cas est dans la Villa Albertine, qui permet d'attirer aussi des donateurs.
Et puis, troisième axe, le renforcement de la politique d'attractivité universitaire et scientifique en lien avec la stratégie Bienvenue en France, enfin la transformation diplomatique du réseau qu'il faut poursuivre là comme ailleurs. Vous vous étiez interrogé sur l'objectif et son réalisme de 500 000 étudiants étrangers à horizon 2027. Les objectifs de la stratégie Bienvenue en France visent en effet l'accueil de 500 000 étudiants internationaux en France en 2027. Ils sont 400 000 actuellement sur notre sol, donc un peu plus que le chiffre que vous avez donné. Cette stratégie a été réaffirmée dans la feuille de route de l'influence que j'ai pu développer il y a quelques semaines, maintenant quelques mois, pour atteindre l'objectif de 500 000 étudiants à l'horizon 2027, tout proche en effet. Il faut prendre une série de mesures qui forment la substance de notre politique d'attractivité étudiante, amélioration de la chaîne d'accueil, dont le renforcement de la formation en français langue étrangère, mais aussi le renforcement ici des filières d'enseignement en anglais, la mise en place de frais d'inscription différenciés pour les étudiants extra-européens, l'augmentation des bourses, qui se traduit en budget 2022, ça a été fait en proposition 2023, après une baisse en 2021. Nous sommes repartis à la hausse. Et puis je crois qu'il faut poursuivre un effort de communication majeur sur notre offre de formation qui reste trop souvent méconnue, s'appuyer notamment, on commence à le faire sur notre réseau d'alumni. Ceux qui connaissent notre système en ont généralement un bon souvenir et sont de bons ambassadeurs. Le plan Bienvenue en France, lancé en 2019, si je me souviens bien, a pour ambition d'être l'un de ces facteurs d'attractivité, de diversifier la mobilité étudiante. Beaucoup d'efforts ont été déployés depuis 2021 de façon concrète, avec la mise en place notamment de la plateforme Études en France, mais je pourrais citer d'autres exemples. Les moyens budgétaires renforcés aux zones prioritaires géographiquement ont été renforcés. On a également augmenté le nombre d'établissements labellisés Bienvenue en France, 138 établissements labellisés à ce jour, et ces efforts seront poursuivis, et il le faut, en 2023. Je crois qu'il faut poursuivre, notamment en termes de communication, je l'ai dit, et en termes de simplification, avec une augmentation qui avait été enregistrée dès les premières campagnes, donc sur 2020, de 20%, de 13% pour la campagne suivante et de 17% pour la campagne 2021-2022. Je complète en disant que le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, en complément de ce que fait le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, a mis en place un financement fléché de 10 millions d'euros pour aider au financement de la stratégie Bienvenue en France, qui est un fonds d'amorçage aux établissements consommables, donc dès la fin de l'année. Vous vous êtes interrogé sur le transfert de la compétence, je crois, tourisme. Je ne commande pas les décrets d'attribution qui s'imposent à nous tous, mais je dois vous faire observer que pour la partie attractivité du plan de reconquête et de transformation du tourisme, qui avait été l'une des actions de cette stratégie tourisme, cette partie attractivité demeure au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, avec près de 6 millions d'euros en réalité sur les 12,5 que représentait l'action tourisme, donc presque une moitié. Monsieur le sénateur Sido, sur France Consulaire, je serai plus rapide parce que la réponse est simple. Non, il n'y aura pas de baisse d'effectifs du fait de la numérisation et de ces progrès qui rendent eux-mêmes de vrais services. Au contraire, il y aura une meilleure disponibilité de nos agents pour être au contact direct des usagers, en particulier lorsqu'il faut y passer un peu de temps dans des cas complexes ou des cas sociaux. On en a dans tous les pays, même dans les pays développés. Donc ça permettra plutôt un meilleur service qu'un moins bon service. Je veux vous rassurer vraiment sur ce point. Monsieur le sénateur Gontard, vous êtes interrogé sur l'aide sociale à l'étranger.
nous maintenons une capacité d'intervention au bénéfice de nos compatriotes en difficulté. J'ai donné quelques chiffres tout à l'heure, avec une assez forte augmentation des différents volets ressortissant des dispositifs d'aide sociale, y compris des choses que nous ne faisions pas jusqu'ici. Sur l'aide publique au développement, où en suis-je et notamment, le sénateur Temal s'interrogeait sur la taxe sur les transactions financières. Vous connaissez notre réponse parce que j'ai déjà eu l'occasion de la donner dans une autre assemblée, dans un autre cadre. Nous raisonnons plus par rapport aux crédits disponibles et non pas particulièrement sur l'origine de ces crédits, taxes ou crédits budgétaires. Et donc, dans ce cadre, le plafonnement à 700 millions d'euros des crédits issus des deux taxes ne pose pas de problème particulier. Sur la politique française en général d'aide au développement, Monsieur le Sénateur, et les directions, les orientations qui doivent être données par le CICID, je peux vous informer que Madame la Première ministre a donné son accord pour une réunion du CICID dans les semaines ou peut-être les mois qui viennent, mais c'est un point acquis. Ça me semble comme vous bien nécessaire, en particulier en début de nouvelle législature et de nouveaux mandats présidentiels. Il le fallait, d'autant plus que le CICID ne s'était pas réuni pour longtemps. J'ai plaidé aussi auprès du président de la République pour qu'un comité du développement se réunisse à son niveau. Il en a accepté le principe. Je crois avoir oublié quelques questions. Pardonnez-moi. Sur la trajectoire financière de l'APD. Nous sommes à l'objectif qui était fixé par la loi de programmation 2022, avec 5,5% de notre PIB. Pardon. Oui, pardon. Mais donc nous tenons l'objectif et c'est un objectif qui n'avait jamais été atteint. Ensuite, la loi a formé un vœu pour l'avenir. Je ne peux pas le réaliser au-delà des 0,55, mais compte tenu de la reprise économique 2022, de l'augmentation importante de notre PIB, en soi, et encore plus si on la compare à d'autres pays, notre aide au développement a pu considérablement augmenter, j'ai donné le chiffre tout à l'heure, en volume. Et donc, derrière ces chiffres, il y aura des bénéficiaires. Je m'en réjouis, tout comme vous-même. L'un d'entre vous, le sénateur Sori, je crois, avait évoqué le Burkina Faso et les droits d'écolage. Pardonnez-moi de ne pas l'avoir noté moi-même. Sur le Burkina Faso, l'aide budgétaire, puisque nous apportons une aide budgétaire à ce pays, parmi la gamme d'aide que nous lui apportons, il y a aussi une aide humanitaire. Ça fait partie des instruments ponctuels d'appui à un État en difficulté. Il ne s'agit pas forcément d'un soutien récurrent, il n'y a pas automaticité du maintien, mais ne pas apporter d'appui, là comme ailleurs, serais-je tenté de dire, ne pourrait qu'accroître la fragilité d'États dont il n'est point besoin de démontrer qu'ils sont particulièrement fragiles. Ceci dit, je vous réponds plus précisément suite au nouveau coup d'État qui s'est produit tout récemment. Il n'y a pas de décision pour le moment qui ait été prise sur le maintien et les formes de la poursuite de notre aide à ce pays. Donc je serai appelé à vous en reparler. Sur les droits d'écolage, ils sont en effet comptabilisés dans l'APD et on applique les règles de l'OCDE, donc du comité d'aide au développement de l'OCDE, pour les revaloriser. Je crois avoir répondu un peu vite, mais ne pas avoir oublié trop de questions. Merci Madame la Ministre. On va aborder la deuxième série de questions. Ce sont des questions minutes, donc je demande à nos collègues eu égard à la liste de bien vouloir synthétiser leurs pensées. Et donc tout de suite, Joëlle Garriaud-Mellam.
Oui, merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, je suis rapporteure de l'audiovisuel public extérieur, dont le budget ne fait pas partie officiellement ni de la mission Action extérieure de l'État, ni de l'aide publique au développement, alors que bien évidemment, les enjeux sont très liés. Alors tout d'abord, insatisfait, puisqu'il y a eu une augmentation pour le budget de France Média Monde, par exemple, qui est passé de 284,7 millions contre 254,2 millions précédemment, mais les taxes sur les salaires, la fin de la déductibilité de la TVA liée bien sûr à la fin de la redevance font que ces augmentations n'ont pas de véritable incidence et qu'on en arrive à un quasi statu quo. Pourtant, jamais l'audiovisuel extérieur n'a revêtu autant d'importance. Vous l'avez rappelé, nous sommes au cœur d'une guerre informationnelle et les enjeux de la diffusion d'une information libre et indépendante sont considérables et mériteraient un renforcement budgétaire. Les autres États l'ont bien compris et ont des moyens très supérieurs aux nôtres. À titre d'exemple, la BBC, qui émet en 41 langues étrangères, nous seulement en 20 langues. Vous le savez, au Mali et en Russie, il y a eu un blocage de France 24, alors que plus qu'ailleurs, il y a ce besoin d'une information libre, indépendante. Il nous faut donc adopter des stratégies de contournement qui ont un coût, bien sûr. Il y a aussi peu de synergie entre le reste de la diplomatie culturelle et d'influence, et il faudrait, là encore, renforcer les liens entre nos instituts et nos alliances qui doivent être des vecteurs de promotion de notre audiovisuel public. Alors, très rapidement, puisque j'ai très peu de temps, nous avons vraiment un réseau remarquable, avec des opérateurs, un personnel extrêmement compétent qui ne ménagent ni leur temps, ni leurs efforts, mais tous sont bien sûr très inquiets face à une possible fragilisation du système suite à cette fin de la redevance. Nous avons déjà subi des sacrifices, des fermetures de diffusion pour raisons budgétaires pendant certaines périodes, dans certains endroits. Nous avons eu la chance d'avoir des apports ponctuels. Je pense à l'apport de l'AFD de 50 millions d'euros, que je remercie pour cela. Mais je crois que nous devons vraiment réfléchir à un moyen de renforcer le système en le pérennisant. Alors, je sais que vous n'êtes pas là depuis très longtemps, vous n'avez peut-être pas eu le temps de vraiment y réfléchir, mais je pense que ce serait vraiment extrêmement important, en liaison avec votre collègue ministre de la Culture. Nous devons vraiment faire un effort. Aujourd'hui, c'est extrêmement important au regard de la crise géopolitique actuelle. Merci, Madame la Ministre. Merci, Joël. Pascal Alizard. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, vous avez évoqué question de sécurité, notamment l'ambassade de France à Islamabad, où j'ai eu l'occasion de me rendre à plusieurs reprises. La coalition politique au Pakistan a changé. Il y a un nouveau gouvernement depuis plusieurs mois. Visiblement, on sent une tendance à se rapprocher un petit peu de l'Occident et notamment de la France. Ils ont pris aussi des positions plutôt intéressantes sur le conflit qui se déroule actuellement en Ukraine. On voit que le grand voisin indien est quand même plus de difficultés à choisir son camp. J'aurais voulu, Madame la Ministre, vous entendre quelques minutes sur ce sujet, s'il vous plaît. Merci. Merci, Pascal. Olivier Cadic. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, votre prédécesseur Jean-Yves Le Drian avait mis un terme à la baisse des moyens du Quai d'Orsay avec la création de 106 ETP, une première depuis 1993. Vous vous engagez un nouvel élan pour votre ministère dont nous nous réjouissons. Votre punch est relayé avec beaucoup d'efficacité par la porte-parole du Quai d'Orsay pour relever les défis liés à la lutte informationnelle. Pour lutter contre les opérations de désinformation et de propagande hostile, vous avez annoncé augmenter de 2,5 millions d'euros les moyens de la direction de la communication et de la presse. Quels sont les autres services du Quai affectés à cette lutte informationnelle dont vous avez fait état? Comme vous l'avez dit, aider les Français de l'étranger, c'est également développer de nouveaux services, comme l'expérimentation du renouvellement des passeports sans comparution, prévu l'année prochaine au Canada et au Portugal. J'en suis ravi. Les Britanniques le font depuis longtemps. C'est une proposition, une approche que nous avions soumise à Jean-Baptiste Lemoyne lors de sa nomination il y a 5 ans. Par contre,
comme je l'observe pour le service France Consulaire, la plateforme téléphonique centralisée, c'est souvent repoussé. En réponse à ma question sur France Consulaire l'an dernier, François Delattre, ici, nous promettait qu'elle serait étendue dans toute l'Union européenne d'ici la fin de cette année et qu'elle serait étendue au monde entier d'ici à 2023. Je comprends d'après votre intervention que ce ne sera plus le cas. Comment expliquer ce nouveau report ? D'expérience, la mise en œuvre de nouveaux services consulaires prend de longues, voire de très longues années. Pour ne pas rester les simples spectateurs de l'action du gouvernement et assumer notre mission de contrôle de son action, pourrions-nous envisager une loi de programmation consulaire qui nous permettrait d'appréhender l'évolution du réseau consulaire dans le temps? Enfin, un message qui relayera, je le sais, le vœu de notre président. Nous souhaiterions que notre présence soit plus affirmée en Amérique latine. Nous avons rencontré l'ambassadeur du Brésil avec plusieurs collègues à midi. La France est le 3e investisseur au Brésil. À l'heure où la balance de notre commerce extérieur inquiète, la clairvoyance voudrait que nous nous saisissions mieux de nombreuses opportunités offertes par notre voisin avec lequel nous partageons la plus grande frontière terrestre. Je vous remercie. Merci Olivier. Michel Gréaume. Merci Monsieur le Président. Excusez-moi, Madame la Ministre, si je reviens sur le sujet en complément de mon collègue Rachid Temal, concernant la taxe sur les transactions financières françaises, dont je me permets de rappeler l'objectif principal est de faire participer le secteur financier au redressement des finances publiques de la France, et tenant compte du compromis de la Commission européenne sur le sujet qui épargne 99% des transactions à cause du faible taux de la taxe et de l'assiette. Vous venez de laisser entendre que vous n'avez pas besoin de ce levier pour augmenter les crédits, mais les recettes, il faudra bien les récupérer quelque part à un moment donné. Et comment? Ne pensez-vous pas qu'au vu de l'urgence sociale, environnementale et énergétique, il serait souhaitable de la rehausser, cette taxe française, de 0,3 à 0,7%? Merci. Merci Michel pour la brièveté. Jacques Lenay. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. Notre aide publique au développement se concentre sur le continent africain. Or, l'image de la France y est altérée dans de nombreux pays, notamment sous influence étrangère et en particulier russe. Cette dégradation des relations franco-africaines a-t-elle un impact sur la réalisation des projets financés? Devons-nous développer notre aide publique comme un levier d'influence à part entière? Et puis, lors des crises internationales, je pense en particulier au retour des talibans à Kaboul, les demandes de visa pour la France auprès des consulats se multiplient. Serait-il envisageable, dans le cas de demandes croissantes, de renforcer temporairement les équipes consulaires pour faire face à l'afflux de ces demandes et de les instruire? Merci Jacques. Isabelle Raymond-Pavero. Madame la Ministre, sur le plan diplomatique, la Russie a renforcé ses liens avec la Turquie qui représente un enjeu majeur du fait du contrôle turc des détroits séparant la mer Noire de la Méditerranée. Sur le plan militaire, la coopération russo-turque s'est traduite par l'acquisition en 2019 de systèmes de défense anti-aériens par la Turquie, malgré l'opposition américaine. Sur le plan civil, les deux pays ont renforcé leur coopération dans le domaine énergétique avec l'inauguration en 2020 du gazoduc Turk Stream, reliant les deux pays, et avec la construction de la première centrale nucléaire civile turque à Akkuyu par l'énergéticien russe Rosatom à partir de 2018. Concernant les moyens, vous avez évoqué le principe d'une diplomatie innovante. Quels sont ces moyens, l'analyse et le processus de notre diplomatie française aujourd'hui? Merci. Merci Isabelle. Hélène Conway. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. Alors, sans surprise, je vais vous demander quelques précisions sur notre réseau consulaire, mais avant cela, je voudrais revenir sur un débat que nous avons fait la semaine dernière, 4 minutes montre en main, puisque j'ai eu 2 minutes et vous 2 minutes pour répondre sur notre politique des visas. Je pense que le sujet est suffisamment grave et mérite un débat plus long, mais je voudrais simplement rajouter à ce que j'ai eu le temps de vous dire la semaine dernière que aujourd'hui nous sommes en train d'abîmer durablement notre relations bilatérales sur l'ensemble du continent africain, et que quand vous parlez de diplomatie vivante,
Je pense qu'il faudrait ajouter peut-être diplomatie humaine, et vous l'entendez dans la bouche de mes collègues, où on demande à nouveau d'avoir des personnels qui soient en face des demandeurs et pas simplement une machine sur laquelle on s'inscrit sur un ordinateur. Vous parlez aussi de diplomatie agile. Eh bien, si nous sommes agiles, je crois qu'il faut répondre quand nous voyons que quelque chose ne va pas. Et en ce moment, cela ne va pas, en tout cas, pour la politique des visas. Nous avons énormément de gens en colère, déçus, et qui aujourd'hui, finalement, favorisent et renforcent sur les réseaux sociaux ce sentiment anti-français dans bon nombre de pays. Alors, pour les quelques précisions sur le réseau consulaire, je veux dire, enfin, nous avons des créations de postes et des crédits supplémentaires. Je crois que c'est ce que nous demandons depuis très longtemps. Donc, je pense qu'il ne faudrait pas gâcher, finalement, ce qui est une opportunité qui sera peut-être unique, et pas nous attacher simplement à réparer, mais essayer d'avoir un petit peu d'ambition et finalement de déployer ces personnels là où nous en avons besoin. Et là, je voudrais plaider pour le réseau consulaire. Alors, j'entends que, en effet, la sécurité mérite des personnels en plus grand nombre, mais sincèrement, je ne pense pas que déployer des task force ou des forces d'appoint, hein, c'est le terme que vous avez utilisé, pour en effet essayer d'accélérer le traitement des demandes qui sont faites en matière d'état civil, renouvellement de passeport et visa, suffira. Parce que ce sont des personnels qui viendront de Paris, qui seront déployés dans différents pays et qui ne connaissent pas les demandeurs. Et donc, en ne connaissant pas les demandeurs, un certain nombre d'erreurs peuvent être commises, peuvent être faites. Donc j'aimerais savoir si vous pouvez nous préciser les modalités du déploiement et de leur organisation, également, et cela a déjà été demandé, le calendrier du déploiement des rendez-vous consulaires, tout en sachant que là aussi nous avons des gros soucis puisque le système est dévoyé par un certain nombre d'officines privées qui aujourd'hui achètent et revendent les créneaux de demande. Et dernière question, lors de la 37e session qui s'est tenue la semaine dernière de l'Assemblée des Français de l'étranger, a été évoquée leur volonté d'être associés aux États généraux de la diplomatie. Je voulais savoir si vous étiez favorable, et également si vous êtes favorable à ce que les parlementaires y participent. Merci. Ça, je crois que c'est acté. Enfin, j'ose espérer. Merci, Hélène. Pierre Laurent. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, une question non budgétaire, mais commandée par l'urgence. Depuis 18 jours, 50 prisonniers palestiniens sont en grève de la faim pour dénoncer leurs conditions de détention. Et parmi eux, l'avocat franco-palestinien Salah Hamouri. Il y a eu de nombreuses interventions en sa faveur en France, des interventions officielles aussi de notre réseau diplomatique. Quelle initiative nouvelle entendez-vous prendre pour empêcher une issue fatale dans cette situation? Je rappelle que Salah Hamouri est détenu depuis le 7 mars 2022 dans le régime de la détention administrative, c'est-à-dire une détention qui est rendue possible en Israël sans jugement, sans procès, sans incrimination. Quelle initiative nouvelle comptez-vous prendre face à cette situation d'urgence? Et puis pour prolonger la remarque préalable faite par mon collègue André Vallini et me féliciter moi aussi de l'évolution vers la signature de la nouvelle déclaration internationale et WIPA sur les armes explosives en zone peuplée, déclaration internationale d'une actualité majeure avec les guerres actuelles. Ma question, est-ce que la France sera représentée au plus haut niveau lors de la déclaration, lors de la signature de cette déclaration internationale le 18 novembre à Dublin? Nous sommes plusieurs parlementaires à nous rendre sur place à cette date, puisqu'il y aura aussi une conférence parlementaire qui précédera cette signature. Donc, est-ce que vous comptez vous rendre à cette cérémonie de signature de cette nouvelle déclaration internationale? Merci. Merci Pierre. Enfin, Yannick Vaugrenard. Merci Président. Madame la Ministre, une question qui n'est pas budgétaire non plus. Les femmes iraniennes, depuis de très longs jours, subissent une répression terrible en Iran.
la Grande-Bretagne, le Canada et les États-Unis ont commencé à prendre des mesures de rétorsion vis-à-vis des responsables iraniens, soit en gel d'avoirs, soit en interdisant leur territoire. Quelles vont être les initiatives prises par la France? Les affaires étrangères des 27 pays de l'Union européenne se réunissent le 17 octobre. Au-delà de la position de la France, va-t-il y avoir une position globale de l'Union européenne par rapport à cette répression éhontée que les femmes subissent en Iran? Merci. Merci Yannick. Moi, je voudrais pour terminer ajouter deux ou trois focus non budgétaires, mais profiter de votre présence pour, reprenant du reste les observations qui ont été faites sur la politique consulaire et celle des visas, attirer une fois de plus votre attention sur la dégradation des relations avec le Maroc. Nous nous en sommes déjà entretenus. Nous constatons que cette politique des visas qui a été imposée dans les conditions que nous savons, et je connaissais à l'époque la position du ministère, mais je voudrais savoir si il y a une évolution à escompter. Il y a eu deux visites successives au plus haut niveau en Algérie, une avec le président de la République à laquelle j'ai participé. Il y a eu celle de la Première ministre avec 16 ministres en Algérie. Tout ça va dans le bon sens et nous ne sommes absolument pas hostiles à une nette amélioration des relations qui sont du reste suivies par notre collègue Rachid Temal qui préside le groupe d'amitié. Mais moi-même, président du groupe d'amitié du pays d'à côté, je ne peux pas ne pas évoquer les graves difficultés et la dégradation de ces relations qui se manifestent dans tout un tas de domaines, y compris dans le domaine économique. Et je voulais savoir s'il y avait un point d'évolution. Enfin, par ailleurs, je voulais attirer votre attention sur deux pays qui souffrent de manière collatérale, mais particulièrement grave, du conflit en Ukraine. Il s'agit de la Biélorussie et de la Moldavie. En ce qui concerne la Biélorussie, c'est un pays qui, évidemment, est entraîné du fait du régime de son chef d'État dans cette guerre de manière incertaine, mais en tous les cas avec des conséquences pour la population. Le président du Sénat a reçu la semaine dernière Madame Tikhonovskaya, qui a réussi ce tour de force de réunir l'ensemble des oppositions. Je rappelle que son mari est actuellement incarcéré et torturé dans les geôles de Loukachenko. Je voulais savoir s'il était possible, comme cette opposition le demande à la France, s'il était possible d'envisager que l'opposition au régime biélorusse puisse être accueillie en tant qu'observateur au Conseil de l'Europe, de telle sorte qu'ils trouvent une instance où leur voix puisse être entendue. De la même manière, en ce qui concerne la Moldavie, j'ai eu moi-même l'occasion de rencontrer une délégation importante de Moldavie, ce petit pays dont on parle peu, qui est très exposé, j'allais dire, par le conflit, l'agression russe contre l'Ukraine. Ce pays a des difficultés très importantes, notamment en matière de fourniture de gaz, puisque la Russie a diminué pour une part importante la distribution du gaz. Je rappelle que la Moldavie comptait à 100% sur la fourniture du gaz russe, et ils sont dans quasiment l'impossibilité de payer les sommes qu'on leur demande pour trouver d'autres approvisionnements. Je voulais savoir quelles mesures le gouvernement français, qui a été sollicité directement par la présidente, qui du reste va bientôt revenir à Paris, ainsi que son ministre des Affaires étrangères, je voulais savoir quelles mesures vous comptez prendre pour aider la Moldavie. Des déclarations très encourageantes ont été faites, mais je voudrais savoir quelles sont les actions qui sont prises pour soutenir la Moldavie. Voilà. Madame Conway, vous reprendre la parole ? Pour ajouter à cette liste, nous avons auditionné ici, à l'invitation de la Commission, une femme députée afghane, Madame Fawzia Koufi. Il reste aujourd'hui quelques femmes députées comme elle qui ont fui leur pays et qui sont aujourd'hui en Iran et notamment au Pakistan.
qui ont obtenu en avril dernier, pour certaines, un rendez-vous au consulat de France et qui n'ont plus de nouvelles depuis. Ces femmes sont dans une situation de précarité extrême et elles se disent que quand leur visa expirera, ce qui est bientôt le cas pour être légitimement acceptées dans ces pays, elles devront retourner en Afghanistan et on peut imaginer le sort qui leur sera réservé. Donc là aussi, je voulais ajouter à la liste, nous avons tous eu, je crois, nous avons été très très émus par ce que cette femme députée nous a dit, mais elle a malheureusement quelques collègues qui sont aujourd'hui coincés et que nous devons secourir si nous le pouvons. Voilà, Madame la Ministre, vous avez la parole pour répondre à ces questions. Vous pouvez les regrouper s'il y a des sujets qui vous apparaissent communs. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, tout d'abord, Madame la sénatrice, vous savez que je ne peux vous répondre qu'imparfaitement, puisque cette question ne relève pas directement de la compétence du ministère que je dirige. Mais vous avez raison, bien sûr, nous avons besoin d'une information libre et indépendante. Vous avez entendu le président de la République, tout comme moi, s'exprimer sur ce sujet. Je crois que ça s'était vu, avait même été commenté lors de son discours d'ouverture de la conférence des ambassadrices et des ambassadeurs. Il s'agit d'un instrument d'autant plus important à nos yeux, l'audiovisuel extérieur de la France, que c'est aussi un instrument de rayonnement de la langue française. Je vous sais attaché à la francophonie. Alors, dans la partie qui nous concerne, donc pour notre part, dans le plan de résilience démocratique que j'ai annoncé cet été, nous accroîtrons notre soutien aux médias locaux indépendants dans les pays où c'est nécessaire. Et puis, nos instituts, nos services culturels et de coopération soutiennent l'audiovisuel extérieur de la France. J'entends votre appel à ce qu'ils le fassent encore plus. Nous leur repasserons le message, mais de l'expérience que j'en ai, ça se passe plutôt bien. Quant au crédit, question qui ne dépend pas de moi, je répondrai un petit peu comme pour la taxe sur les transactions financières, que ce qui compte, ce sont les crédits plus que leur origine, et il faudra suffisamment de crédits pour assurer la qualité, la liberté, l'indépendance qui est requise pour que notre audiovisuel extérieur remplisse ses objectifs. Monsieur le sénateur Alizard, vous aviez posé des questions sur le Pakistan et sur l'Inde. Effectivement, nos relations avec le Pakistan redeviennent progressivement plus normales après une période où elles ne l'étaient pas, disons les choses. Avec l'arrivée d'un nouveau gouvernement pakistanais, nous avons commencé de progresser sur un chemin de confiance. Donc la France souhaite, avec le Pakistan, des relations apaisées, constructives. Le président de la République s'est entretenu en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York avec le nouveau Premier ministre pakistanais, qui était, je peux en témoigner, tout à fait sur la même ligne et vraiment le même vœu pour des relations de meilleure qualité entre nos pays. Nous serons bien sûr exigeants dans ce dialogue, dois-je le dire, puisque avec nos partenaires de l'Union européenne, nous continuons de rappeler l'importance que tous nos pays attachent aux droits de l'homme, aux libertés, aux droits des minorités, à la liberté d'expression et à la lutte contre toutes les formes de radicalisme. Mais nous sommes aussi aux côtés du peuple pakistanais, vous l'avez vu, puisque face aux graves inondations qui avaient vraiment été un drame pour ce pays confronté à des inondations d'une ampleur sans précédent, nous avons réagi tout de suite et déployé en quelques jours sur le terrain une aide humanitaire et une aide en matériel, ce dont le Pakistan nous a été reconnaissant, même si nous ne sommes pas bien sûr les seuls à avoir fait cela. Cette amélioration sensible des relations de la France et du Pakistan n'emporte aucune conséquence négative sur nos relations avec l'Inde. Notre partenariat stratégique avec l'Inde est d'une autre nature, il est solide, il n'a cessé de progresser. Je me suis rendue moi-même en Inde il y a quelques semaines et nous avons pu, comme vous-même, noter une évolution politique au regard des positions de ce pays sur la guerre en Ukraine, avec notamment une prise de position publique du Premier ministre Modi à Samarcande, ou tout aussi publique une prise de position de l'Inde lors de la réunion que j'ai présidée le 22 septembre au Conseil de sécurité des Nations Unies sur la situation en Ukraine. Le rappel des principes de la charte et de l'attachement de ce pays au droit international était tout à fait clair et évidemment noté aussi par d'autres
partenaires qui ne sont pas de notre continent. Monsieur le sénateur Cadic, nous avons l'intention de faire le meilleur usage des moyens qui sont les nôtres. Ils ne sont pas si considérables que nous puissions tout faire, mais en effet, nous avons décidé d'affecter des moyens supplémentaires à un dispositif de veille qui n'existait pas, avec 10 ou 20 personnes. Donc pour un ministère doté de peu d'emplois comme le mien, c'est un effort considérable. Ça nous donnera aussi une capacité d'action accrue sur les réseaux sociaux et dans plus de langues, parce que souvent il y a la question de la langue qui se pose. Nous ne sommes pas les seuls à agir, je le disais d'un mot et je le répète, il y a des gens de façon un peu plus spécialisée, dont c'est peut-être la vocation, mais je ne l'évoquerai pas ici. Néanmoins, ce que nous faisons au sein du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères sur ces questions ne mobilise pas que les quelques personnes dont je vous parle, puisque d'autres directions du Quai d'Orsay sont appelées à amener leurs compétences et leur talent pour nous aider à lutter mieux contre la désinformation. Évidemment, la direction politique au premier rang de celle-ci et les directions géographiques, comme l'on dit. Sur le consulaire, le déploiement se poursuit au rythme des moyens. Là aussi, j'ai cité tous les pays qui ont pu déjà, en Europe et au-delà, je crois qu'il y avait la Moldavie, donc je réponds en partie à une question sur laquelle je reviendrai. Je vous ai donné aussi ce que nous ferons en 2023. Si des moyens supplémentaires venaient à nous être confiés, nous ferions encore mieux. Mais les choses se passent bien. Il y a en particulier une grande satisfaction pour nous à constater qu'on a un taux de satisfaction de ce nouveau service qui est de près de 90%. Puisqu'il s'agit de nos compatriotes, je crois que c'est une performance qu'il faut souligner, parce qu'ils sont volontiers exigeants. Donc nous ferons la totalité de l'Union européenne dès que possible. Nous y sommes presque, en tout cas, puis nous allons poursuivre le déploiement. Sur l'Amérique latine, que vous dire? Vous avez raison. La France doit s'investir davantage en Amérique latine, laquelle est proche aussi de nos territoires, d'une partie de nos territoires ultramarins. C'est aussi l'intérêt de nos entreprises. De grands pays économiques émergents se trouvent en Amérique latine. Il faut sans doute faire plus. C'est aussi une question d'influence. On a à l'heure actuelle quelques pays avec encore des élections à venir qui n'ont pas été les partenaires aussi proches que nous habituellement ces dernières années, mais nous verrons si une nouvelle configuration politique permet de faire plus. Il faut que la ministre s'en occupe et s'y déplace et mobilise son ministre et ses secrétaires d'État. J'ai quelques projets pour eux dont je leur ai déjà parlé avec leur assentiment. Madame la sénatrice, vous évoquez la hausse de la taxe, mais c'est plutôt un sujet recette qu'un sujet dépense, et je suis un ministère dépensier, pas assez diront certains, mais un peu mieux que d'habitude, et donc je crois qu'il relève ce sujet de mes collègues des finances et du budget plus que de moi-même. Madame la sénatrice, la politique des visas nous a en effet permis d'échanger brièvement il y a une semaine, 2 minutes seulement pour ma part, mais ce n'est pas moi qui fais le règlement de l'Assemblée nationale, du Sénat. L'Assemblée limite également à 2 minutes les réponses comme les questions. Donc je poursuis volontiers. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il le faut. Je poursuis volontiers avec vous, quoique trop brièvement, sur un sujet complexe. Vous avez rappelé qu'une décision avait été prise en Conseil de défense en 2021, au mois de septembre ou d'octobre, je ne sais plus, d'avoir une politique des visas plus stricte vis-à-vis, à l'égard, devrais-je dire, de certains pays qui eux-mêmes ne coopéraient pas suffisamment sur le volet retour, c'est-à-dire réadmission de leurs ressortissants en situation irrégulière. Donc un lien avait été fait entre l'octroi de visas des personnes en situation régulière et une meilleure coopération sur les personnes en situation irrégulière. Nous sommes en contact étroit, moi-même pour la partie qui me concerne, mon collègue ministre de l'Intérieur pour le volet migratoire de la politique des visas, puisque nous sommes
conjointement responsables de la politique des visas. Sur les pays du Maghreb, en particulier, je comprends que ces conversations ont bien avancé avec la Tunisie, ont avancé, monsieur le sénateur, vous êtes comme nous à peine de retour du déplacement de la Première ministre en Algérie, bien avancé également avec l'Algérie, quoique nous attendons, pour être tout à fait précise et tout à fait claire, les réponses des autorités algériennes aux questions qui avaient été évoquées entre le président de la République et son homologue à la fin du mois d'août, sur notamment des formalités plus ouvertes pour ce qui concerne l'obligation de test PCR, qui est un moyen de contournement assez diffusé dans nombre de pays pour se soustraire aux obligations de retour, pour permettre des vols de quelques personnes et non pas étrangers en situation régulière un par un. Et puis sur les documents à présenter, nous avons présenté ce qui résultait des conversations du président de la République et de son homologue, et nous attendons des réponses du nouveau ministre algérien de l'Intérieur qui vient de changer, ce qui explique peut-être que quelques semaines se sont écoulées entre la visite présidentielle et la visite de la Première ministre sans que nous ayons encore enregistré la réponse des autorités algériennes. Et puis sur le Maroc, nous sommes également en conversation avec ce pays pour obtenir le même résultat, c'est-à-dire que les retours des personnes en situation irrégulière soient plus fluides. Vous vous souvenez que le nombre de visas émis, ceci dit, a repris tout en restant dans la période post-pandémie inférieur au nombre de visas 2019. Les chiffres montrent qu'ils sont encore inférieurs, bien que nous ayons repris. Vous évoquez, Madame la sénatrice, des difficultés et des retards. Il y en a dans un certain nombre de pays, mais ils sont localisés. Donc ce que nous allons faire, je l'ai déjà annoncé, c'est la création d'un centre de soutien pour aider ceux des consulats qui sont en difficulté particulière, qui font face en clair à un afflux de demandes. Là aussi, il y a eu souvent une reprise des demandes post-pandémie. Et le système des task force, si on est dans des difficultés localisées, reste le meilleur moyen dans un ministère qui a des moyens humains contraints pour résorber ces retards. Et nous allons bien sûr lutter contre les officines qui accaparent les rendez-vous en mettant en place très concrètement des dispositifs informatiques pour empêcher les bots de automatiquement bloquer les créneaux et au profit souvent de personnes qui ne viennent pas les honorer. Les États généraux, mais je m'aperçois que je réponds dans le désordre, ce qui n'est pas bien. Les États généraux associeront, ils sont encore en configuration, mais la semaine prochaine vous aurez plus de détails, associeront, je l'ai dit, je vous le répète volontiers, des personnalités de l'extérieur et bien sûr des élus, dont des sénateurs, si vous le souhaitez vous-même, comme je vous en fais la proposition. Pardon ? Et des élus de l'EFE. On va voir. Moi, je crois que je resterai sur l'engagement que j'ai pris devant nos ambassadrices et nos ambassadeurs de faire une consultation large, inclusive, comme l'on dit, ouverte, transparente, et dont nous rendrons compte en début d'année prochaine dans ces résultats. Vous avez ajouté, Madame la sénatrice, une question sur les Afghans et les visas afghans. Nous contribuons afghanes, mais aussi afghans, parce qu'il y a également des Afghans en difficulté. Nous continuons à attribuer des visas pour asile, qui est un système unique au monde pour l'Afghanistan, depuis Islamabad et depuis Téhéran. Donc, à Téhéran, vous avez raison, la situation est volatile et peut perturber le bon fonctionnement du service des visas. Dans la situation actuelle, nous avons parfois des réductions de personnel, mais nous faisons au mieux pour continuer à attribuer ces visas qui sont bien utiles et tout à fait uniques dans leur genre. Monsieur le sénateur Laurent, vous m'avez interrogé sur la situation de Monsieur Amouri.
Je réponds régulièrement à celles et ceux qui m'écrivent, qu'il s'agisse de sénateurs ou d'autres parlementaires. Nous sommes pleinement mobilisés pour que les droits de M. Amoury soient respectés, notamment qu'il bénéficie de toutes les voies de recours dans la situation qui est la sienne. Et nous avons demandé à tous les niveaux de l'État, y compris le président de la République, dois-je le rappeler, à ce qu'il puisse être libéré aussitôt que possible. Nos consuls à Jérusalem et à Tel Aviv sont allés lui rendre visite à plusieurs reprises, 5 fois et tout récemment encore. La famille de M. Amoury a été reçue à de nombreuses reprises, tout dernièrement encore, c'était le 3 octobre, et j'ai demandé d'ailleurs à ce qu'il soit reçu à nouveau, compte tenu de la grève de la faim qu'il a entamée et de la semaine qui s'est écoulée entre le 3 octobre et le jour où je vous parle. Mais donc notre ligne est claire, nous lui apportons tout le soutien nécessaire, il doit pouvoir être libéré et mener une vie normale là où il le souhaite, c'est-à-dire, je comprends, plutôt à Jérusalem qu'en France, quoiqu'il soit également français. Nous demandons aussi à chaque fois que son épouse et ses enfants puissent lui rendre visite. Vous avez également demandé qui serait à la signature, à la cérémonie de signature le 18 novembre à Dublin. Nous n'avons pas encore défini le niveau de participation. Je ne pourrais pas m'y rendre moi-même parce que je serai dans d'autres obligations. À ma connaissance, tous nos partenaires n'ont pas non plus défini leur niveau de participation. Donc, si vous le permettez, je vous en rendrai compte. Tous ne l'ont pas fait. Je vous en rendrai compte quand une décision sera prise. Je crois que j'ai oublié une question sur l'Iran, mais je ne me souviens plus qui l'avait posée. Monsieur le sénateur, pardonnez-moi de cela. Il y aura une réunion, en effet, lundi, des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne, et nous formaliserons, je crois pouvoir le dire, même si nous ne sommes pas lundi 17, mais uniquement mercredi 12, il y aura l'adoption de sanctions contre les responsables de la répression en Iran. Il y a eu un accord technique hier ou avant-hier, donc je ne vois pas de difficulté, malgré les pressions de la part de l'Iran qui s'exercent pour considérer que nos positions constituent de l'ingérence, ce qui n'est pas le cas, puisque nous ne faisons que rappeler à l'Iran qu'il a souscrit des obligations internationales en souscrivant un certain nombre de conventions, notamment sur les droits civils et politiques, la Convention 66 des Nations Unies, et qu'il est nécessaire que l'Iran respecte ses obligations. Donc, sous réserve vraiment d'une surprise que je ne vois pas du tout venir, confirmation le 17 octobre. Enfin, Monsieur le Président, sur la politique des visas, mais j'ai répondu assez largement, et les troubles que cela peut occasionner, permettez-moi de redire que des progrès réels sont faits dans les contacts que le ministre de l'Intérieur doit avoir avec ses homologues pour pouvoir revenir à un dispositif antérieur à celui de 2021. Je pense être en mesure de vous dire que des décisions seront proches, même si elles ne m'appartiennent pas, puisque la décision avait été prise en Conseil de défense et sera prise vraisemblablement en Conseil de défense. Sur la Biélorussie, nous soutenons l'opposition bélarusse. Nous avons appelé aussi par voie tout à fait officielle la Biélorussie à ne pas apporter davantage de soutien à l'agression russe. Elle est sous sanction, et d'autres sanctions supplémentaires donc suivraient si elle devait apporter un soutien supplémentaire. Nous soutenons l'opposition démocratique. J'ai reçu moi-même Madame Tchikanovskaya, elle a été reçue également au Parlement, et nous avons noté sa demande que l'opposition démocratique de Biélorussie puisse être reçue comme observateur au Conseil de l'Europe. Je lui fais part de mon accord pour le porter devant les membres du Conseil de l'Europe, mais ce n'est pas une décision française. Enfin, la Moldavie, qui bénéficie du service France consulaire, donc c'est une première aide de qualité, et mérite toute l'attention et tout le soutien de la France. Vous vous souvenez, Monsieur le Président, que dans les décisions prises à la réunion informelle de Prague
de la communauté politique européenne. L'une des décisions qui a été prise est d'accueillir la candidature de la Moldavie pour une autre réunion de la CPE. Et puis, nous réunirons en France, à Paris, au mois de novembre, une conférence de soutien à la Moldavie, qui est dans une situation de fragilité que l'on sait, sur le volet énergétique, mais pas seulement sur le volet énergétique. Donc ça demeure une priorité, notamment pour l'aider et la consolider face à la Russie, aux problèmes que la Russie pose à tous les États de la région. Je vous remercie. Super, on veut rajouter une brève question. Juste une brève question. Je dis simplement à nos collègues qui ne partent pas, après le départ de la ministre, j'ai une communication intérieure à la commission à faire. Allons-y. Une brève question, Madame la Ministre. Comme vous le savez sans doute, un ancien militaire français prénommé Philippe François est incarcéré actuellement à Madagascar pour des 10 ans de prison dans des conditions absolument terribles, dans une des prisons les plus dégradées au monde. François Ruffin, Monsieur Ruffin, l'ancien ambassadeur au Sénégal, a pris la présidence du comité de soutien. Pour l'instant, c'est silence radio. On n'a aucune information sur cette question. Le Quai d'Orsay semble extrêmement discret sur ce sujet. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Si vous ne pouvez pas le faire là, on peut le faire après, mais je pense que ce cas mérite une attention particulière. Merci, madame. Je vous en prie. Monsieur le sénateur, ne doutez pas, même si les expressions publiques des ambassadeurs sont parfois plus contraintes que celles des anciens ambassadeurs, là comme ailleurs, que le Quai d'Orsay et son ambassade est totalement mobilisé à son soutien. Nous considérons que son incarcération est arbitraire et nous agissons en ce sens. Je n'en dirai pas plus, mais je peux vous l'assurer auprès des autorités malgaches, comme nous le faisons pour tous nos ressortissants. Merci Madame la Ministre, puisque cette audition touche à sa fin. Je me réjouis encore, et je pense que c'est un avis partagé par nos collègues, de voir un budget en progression. Il y a bien longtemps que cette bonne nouvelle ne nous était pas arrivée. Ceci posé, nous restons tous les uns et les autres dans un contexte international particulièrement défavorable. Donc c'est une raison supplémentaire pour renforcer notre outil diplomatique dans ses différentes composantes. Vous avez vu que nos collègues ont des questions assez précises. On vous reverra régulièrement, comme l'on faisait avec votre prédécesseur, pour avoir un état du monde. Et je pense que ce dialogue est important. Vous avez aussi la courtoisie de nous accueillir prochainement pour un échange un peu plus à bâton rompu. En tous les cas, je veux vous remercier pour la précision de vos réponses et vous dire que partout où il faudra aider le Quai d'Orsay, mais aussi toute l'activité aide au développement, le Sénat sera là à vos côtés. Je pense que c'est une nécessité. Nous avons une connaissance assez précise de ces sujets. La présence de sénateurs de Français de l'étranger fait remonter un certain nombre de questions aussi qui méritent d'être prises en compte. Donc merci pour ces précisions et puis à très vite puisque nous nous reverrons prochainement. Merci à votre équipe qui manifeste, comme la précédente, beaucoup d'ouverture et d'attention et de bienveillance à l'endroit du Sénat et nous vous en remercions. 2 minutes pour mes collègues, je raccompagne la ministre et je reviens.